Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les directeurs, je tenais à m'adresser à vous compte tenu de l'actualité et principalement la suppression de notre réunion annuelle que sont nos journées nationales compte tenu de l'épidémie coronavirus que tout le monde connaît et des confinements qui nous sont imposés. Effectivement, la partie ludique n'existera pas. Par contre, la partie vie de la fédération est importante. Donc, c'est pour ça que je vais m'adresser à vous, en compagnie de la commission juridique représentée par Éric Messina, président, et Philippe Legault, vice-président de cette commission. Tout d'abord, on va rappeler le contexte sur la suppression de la majoration de 1,25 qui est prévue dans le projet de loi de finances 2021 et que nous avons combattu pendant plusieurs années, puisqu'elle avait été considérée comme constitutionnelle en 2010 sur rapport qui avait été fait par la fédération et sa commission juridique assistée d'un avocat. Donc depuis cette constitutionnalité, effectivement, elle est remise en cause à plusieurs reprises. Elle a été reprise dans le projet de loi Pacte. Nous étions intervenus sur ce sujet et ce projet a été retiré. Voilà, maintenant, projet de loi de finances 2021, on remet en cause la suppression du 25 avec, bien entendu, au ministère, la principale personne qui était pour cette suppression, Monsieur Griset. Voilà. Donc, il a été évoqué plusieurs rapports, hein, le rapport, bien entendu, de la Cour des comptes en son temps, le rapport de l'IGF récemment, et tout ça, effectivement, contribue à mettre en place cette suppression du 25. Je vais donner la parole à Éric Messina qui va nous parler des prérequis. Bonjour à tous. Comme vous le savez, les prérequis sont à toute réforme. Vous connaissez le principe, c'est pas d'obligation et pas de surcoût pour l'État. Donc, c'est toujours difficile de trouver une solution miracle. Comme vous le savez, nous avons travaillé beaucoup sur différentes propositions, des prescriptions, des réductions de délai de reprise, dotation pour épargne de précaution, même l'éventualité d'avoir un IS réduit, le fameux IS réduit donc à 15%, sous condition d'adhésion, à l'abattement de 10%, transformation de la réduction d'impôt en crédit d'impôt. Bon. Tout ça n'a pas été simple. Dans ce cadre, donc du coup, on s'est vraiment battu et on est content que ça a été adopté. On s'est battu pour éviter un effet couperet et d'avoir une mesure de sortie sifflée sur 3 ans, du 1,25, qui permettra de pouvoir vendre, de voir comment ça se passe et de pouvoir vendre peut-être d'autres missions qui sera proposée par les AGA. Yves, donc je te redonne la parole concernant le PLF 2020. Oui, alors effectivement, lors du PLF 2020, cette mesure avait déjà été mise en place et nous avons réussi par notre intervention auprès de Agnès Pannier-Runacher à faire retirer ce projet l'année dernière. Cette année, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, la nomination du ministre Griset, le plan de relance a mis en évidence cette suppression et a été reprise. Nous sommes intervenus auprès des divers ministères. Nous avons obtenu, comme il était déjà demandé depuis plusieurs années, puisqu'on avait quand même déjà fait cette proposition de trouver, depuis le rapport de l'IGF, un sifflet sur 3 ans, afin de permettre à nos organismes de faire face à cette modification et surtout s'adapter aux nouvelles missions qui pouvaient leur être dévolues. À ce jour, le ministre Griset, lui, était parti sur une proposition à 2 ans. Nous avons réussi à maintenir le sifflet sur 3 ans. Voilà. Parallèlement, la réduction de 915 €, réduction d'impôt, est maintenue. Alors, nous ne sommes pas dupes, effectivement. Jusqu'à quand? À la date d'aujourd'hui, dans les discours des ministres à l'Assemblée, le 915 € n'est absolument pas remis en question. Il est déconnecté de la majoration de 1,25, puisqu'effectivement, vous l'avez vu, on ne traite que du 1,25 et on ne parle absolument pas de 915. Et il est rappelé en plénière que le 915 était maintenu. Il est clair qu'on ne peut pas l'assurer sur X années, puisque des lois de finances viennent s'ajouter à une loi de finances, voire des rectificatives. Donc, aucune promesse ne peut être tenue, mais c'est une de nos volontés de garder un impact fiscal pour nos organismes de gestion. De plus,
la proposition du gouvernement d'un plan de relance pour les TPE et l'intégration de cette suppression de la majoration de 1,25 dans ce contexte nous a paru complètement incohérente, ce qui nous a effectivement fait réagir rapidement. Nous sommes entretenus avec Alain Griset, Olivier Dussopt sur ces points et nous n'acceptons absolument pas que la remise en cause de cette majoration de 1,25 qui est malheureusement pour nous remis sur le tapis d'année en année puisse être mélangée dans d'un plan de relance à la TPE alors que ça n'intègre éventuellement une exonération de la cotisation d'environ 200 € et éventuellement, et ça ne touchera que 10% d'adhérents qui ont bénéficié de cette remise, qui sont les personnes qui ne faisaient pas l'objet de civisme fiscal, qui ne faisaient pas leur contrôle par un OGA. Pour toutes ces raisons, nous avons demandé effectivement à l'Assemblée nationale et maintenant au Sénat la suppression de cet article 7. Cet article 7, c'est vraiment, tel qu'il est amené, ne pouvait pas être accepté en l'état. Voilà. Donc Philippe va vous refaire un point sur ce texte. Philippe. Oui, effectivement, le texte, le PLF 2021 arrive très prochainement au Sénat dans une semaine, puisque le vote à l'Assemblée nationale et la fin des discussions doit avoir lieu cette semaine à l'Assemblée. Donc il arrive au Sénat la semaine prochaine. L'idée, c'est de peser de tout notre poids au niveau du Sénat pour faire retirer cet article 7. Bien évidemment, nous ne sommes pas totalement naïfs. Le 1,25 à terme sera condamné. Les modalités de ce 1,25 seront revues, mais en l'état actuel des choses, le 1,25 était un avantage important pour les OGA et il n'est pas question de s'asseoir dessus de cette façon-là. Alors, premièrement, pour une raison qui n'est que technique, qui est que cet article 7 du PLF 2021 a été voté, ça vous l'avez vu, en première lecture à l'Assemblée nationale. S'il était voté dans une rédaction identique au Sénat, le texte s'appliquerait, il ne passerait même pas en commission mixte paritaire et il n'y aura pas de second passage à l'Assemblée nationale. Donc le but, déjà dans un premier temps, c'est de le faire retirer au Sénat, cet article 7, pour que justement il y ait un second débat à l'Assemblée nationale. Donc là, on est sur une base de retrait, une demande de retrait, pour pouvoir avoir un pouvoir de négociation plus important vis-à-vis de l'Assemblée nationale, mais aussi et surtout vis-à-vis des ministres et de Bercy. Pour le second point qui est un peu plus politique, je vais laisser la parole à Eric. Pourquoi est-ce qu'on souhaite le retrait de l'article 7 ? Alors c'est moi qui vais prendre la parole, c'est pas Eric. Sur l'aspect politique, même il pourrait très bien la prendre aussi à ma place, il n'y a pas de souci. En tant que vice-président de la fédération, il connaît aussi bien que moi notre position et les positions qu'on a prises et qu'on met en avant. Il est clair que, comme vous l'avez pu le constater pour ceux qui ont visionné et les débats à la commission des finances de l'Assemblée nationale et les débats dans l'hémicycle plénière, je pense qu'on peut se féliciter. D'ailleurs, je remercie tous les organes de gestion qui se sont fait le relais auprès de leurs députés, de leur presse, puisqu'il y a eu un communiqué de presse qui a été mis en place, puisque ce relais en région est beaucoup plus important, puisqu'il touche les députés de façon plus près et de façon plus électorale, dirons-nous. Et je pense que contrairement à d'autres textes qui nous touchaient nos OGA, tels la suppression du salaire du conjoint, la réduction des reprises, qui sont passés même avec nos interventions beaucoup plus facilement et un petit peu en sourdine, personne n'en a vraiment parlé, ça a duré 1 ou 2 minutes en débat. Vous avez remarqué qu'en débat à la commission des finances, ça a duré à peu près entre 12 et 13 minutes, et qu'à l'Assemblée nationale, ça a duré aux alentours de 13 ou 14 minutes. Bref,
Le tout fait que à l'Assemblée nationale, ça fait à peu près une petite demi-heure sur les OGA. Je pense qu'on aura un peu le même débat au niveau du Sénat. Je me suis entretenu récemment avec Damien Abad, qui est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, qui m'a dit se faire l'interlocuteur auprès des sénateurs des Républicains, éventuellement d'ailleurs de certains aussi du Parti Socialiste, qui sont majoritaires au Sénat, d'ensemble, pour faire supprimer cet article 7. Et dans la discussion que j'ai eue avec le député Abad, il était évident et clair que notre position, elle était surtout de faire pression sur le gouvernement, pas pour revenir sur la décision, parce que je pense que pour eux, elle est actée, et qu'en toute la tas de cause, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, ils ont la majorité des voix, mais principalement de déstabiliser un petit peu et de démontrer que les OGA ne se sont pas laissés faire, ont réagi, ont fait hormis les propositions qui avaient été faites mais non retenues pour une grande majorité, il était important que notre voix soit entendue. Je me suis entretenu avec le ministre Griset à cette occasion et en amont du discours à l'Assemblée nationale de ce projet de loi pour lui dire notre position, lui dire qu'effectivement, en tant que président de fédération, je ne pouvais accepter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce texte passe sous la houlette du Covid et d'un plan de relance, et de deux, à partir du moment où les compensations diverses et variées que notre fédération ou d'autres ont pu mettre en avant n'étaient pas retenues ou pas des propositions qui sont majeures pour nous, on ne peut pas accepter la proposition en l'état, sachant que, bien évidemment, nous sommes bien conscients que de toute façon, comme je l'ai dit, lors de nos assemblées générales et lors de la réunion des présidents, nous avions en amont déjà acté cette suppression sur 3 ans, parce que déjà le ministre nous avait confirmé que les 3 ans étaient validés par les divers ministères concernés, mais d'autre part, on sait très bien qu'en deuxième lecture, on a peu de chance. Par contre, le fait d'avoir une discussion et de pouvoir déstabiliser un petit peu le gouvernement, puisque lors de l'Assemblée, vous avez pu voir d'ailleurs que le rapporteur général s'est étonné d'ailleurs qu'il y a un revirement de situation de certains députés qui ne comprenaient pas pourquoi les députés s'acharnaient là-dessus. Ça veut quand même dire que le lobbying qui a été fait a été un lobbying qui a marché. Et je pense qu'aujourd'hui, les députés et les sénateurs verront un petit peu nos organismes de façon différente, nous connaîtrons mieux, c'est-à-dire que ils vont tous nous maîtriser de façon parfaite. Mais au moins, ça a permis un débat de qualité, je pense. Et en tout état de cause, je pense qu'au niveau du gouvernement, la mise en place de la suppression d'article 7 sans compensation réelle et sérieuse, c'est-à-dire, comme on l'avait dit aussi lors de la réunion des présidents, avec un socle fiscal qui puisse pérenniser nos organismes, et c'était l'objectif de notre divergence, il est impératif pour nous que si rejet au Sénat il y a, puisse permettre d'ouvrir des discussions et peut-être d'avoir plus de poids pour mettre en avant nos positions. Voilà. Donc pour l'instant, à la date d'aujourd'hui, ce que nous avions déjà évoqué auparavant, les seules propositions du gouvernement sont la mission d'examen de conformité fiscale, vous savez ce que j'en pense, mais Philippe va vous en parler maintenant, et l'éventuelle création où il avait été évoqué à l'époque de transformation en AGC. En ce qui concerne la transformation, vous verrez, c'est pas validé. Par contre, le BOFIP du 28 octobre a permis aux OGA éventuellement de créer une AGC. On verra effectivement sous quelles conditions. Donc, je vais donner la parole à Philippe, qui va vous parler dans un premier temps déjà de l'examen de conformité fiscale. Alors effectivement, l'examen de conformité fiscale est une des propositions sur lesquelles le gouvernement et Bercy a travaillé et nous a proposé, puisque on a proposé aux OGA d'être partenaires de confiance et de délivrer une attestation de conformité fiscale. Pour l'instant, je crois qu'il y a un avis, c'est même pas je crois, je suis sûr, il y a un avis unanime de l'ensemble des fédérations, puisque nous avons même d'ailleurs fait une réponse commune à la DGFIP, FCGA Agricole, UNASA, Conférence des ARAPL et FCGA, pour dire que le texte et les propositions de texte, de décret que vous avez dû tous voir, n'étaient en l'état actuel pas viables. Donc, alors la première
problématiques que l'on a sur cet examen de conformité fiscale, c'est quel est l'intérêt pour une entreprise de recourir à un examen de conformité fiscale. Voilà. Il y a une position pour l'instant du ministre du budget et de Bercy, et notamment du contrôle fiscal et de la législation fiscale, hein, puisque, petit aparté, le GF2B a un peu, voire beaucoup perdu la main pour l'avenir des OGA hein, à Bercy. C'est le contrôle fiscal et la législation fiscale qui a repris en main le dossier OGA. Donc, le ministre du budget, je disais, Olivier Dussopt, pense, lui, que l'attractivité de la mesure d'ECF peut se faire exclusivement sur la notion de classement en bon contribuable. C'est le fait de se dire je fais volontairement un examen de conformité fiscale, je vais être classé auprès de l'administration fiscale en bon contribuable, donc j'aurai moins de risque d'avoir un contrôle fiscal et donc toutes les entreprises vont y recourir. Bon, si c'était le cas, si on fait un parallèle avec la profession des CAC, tout le monde aurait un CAC, même quand on est en dessous des seuils. Ce qui, que je sache, n'est pas tout à fait le cas. Voilà. Donc pour l'instant, effectivement, l'examen de conformité fiscale, c'est une option qui est sur le papier, mais dans la réalité, on aura déjà un problème. Est-ce qu'on aura des adhérents qui vont en bénéficier, enfin, ou qui viendraient pour un examen de conformité fiscale? Donc déjà, là, on a un gros doute d'avoir des clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là, quand on rentre plus dans les détails, il y a plusieurs points qui ne sont pas réglés. Les différentes pistes d'audit, notamment la piste 3 et 4, qui obligent à un contrôle physique, donc un contrôle sur place dans l'entreprise, ce qui est une modalité qui change totalement pour les OGA et qui change également leur modèle économique. Parce que vous vous doutez bien que pour des cotisations en moyenne à 200 €, la possibilité de se déplacer une demi-journée ou une journée dans une entreprise me semble de toute façon pas viable. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Le deuxième, de savoir si l'expert comptable qui a en charge la tenue du dossier aura également la possibilité d'être partenaire de confiance. Donc de délivrer le CF pour ses propres clients, parce que là effectivement, même si le client souhaitait bénéficier d'un ECF, si en plus son expert comptable peut le faire lui-même, il y a quand même très très peu de chances qu'il arrive dans un OGA. Voilà, et d'autres problématiques sur l'application en BA. On a du mal à voir un peu, puisque tout fait référence au Code du commerce. L'intérêt également en BNC, puisque sur les 10 pistes d'audit sur les BNC, et notamment les médicaux-paramédicaux, il y a 6 ou 7 pistes d'audit sur 10 qui ne seraient pas applicables. Donc là, on a des doutes sur la possibilité de faire un ECF pour les BA, pour une grande majorité des BNC, et pour les BIC, de savoir si l'expert comptable peut le faire directement pour son client, si le client voulait bénéficier d'un examen de conformité fiscale. Donc tout ça mis bout à bout, pour l'instant, l'examen de conformité fiscale n'est pas adapté aux OGA, n'a aucun intérêt pour l'instant pour les clients. Et on ne sait pas s'il y aura une incompatibilité entre l'expert comptable et le partenaire de confiance qui délivre le CF. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, le CF n'est pas une porte de sortie en l'état actuel, et c'est un peu un trompe-l'œil. Faut être tout à fait honnête, on nous propose de faire le CF, sauf que le CF ne peut pas s'appliquer en l'état actuel. Donc voilà. Donc voilà pour le CF. Pour la partie sur la transformation, ou plutôt la création d'AGC, je vais passer la parole à Eric. Ce coup-ci, c'est bon, c'est Eric. Attends, Eric. Oui, merci Philippe. Ouais, donc tout d'abord, une chose importante.
en premier lieu, donc, nous tenons à préciser que notre fédération n'a pas été consultée pour l'ouverture de cette possibilité. Sincèrement, nous sommes très surpris de voir au mois de juin un BOFIP, dans la fin de la tolérance administrative d'un BOFIP de tenir de comptabilité pour les AGA, et maintenant la possibilité fin octobre, dans ce même BOFIP, de création par un OGA d'une AGC. Autrement dit, de tenir de comptabilité. Bon, c'est bizarrerie du système. Petit rappel pour les AGC. Une AGC peut être créée soit par un chambre de commerce, chambre de métier ou par une organisation professionnelle. La nouveauté, c'est que de fait, les OGA ont été considérés comme organisation professionnelle et peut donc, depuis le 28 octobre 2020, créer une AGC, mais important, non de transformer en AGC. Philippe, est-ce que tu peux nous rappeler les textes et les règles dans le cadre de la création d'une AGC? Donc effectivement, quelques règles quand même à rappeler pour éviter toute mauvaise interprétation, puisqu'on a tous pu entendre transformation en AGC, les OGA transforment en AGC, voilà. Non, il y a quand même quelques règles à respecter. Donc, c'est de créer une association de gestion et de comptabilité, c'est pas de se transformer en association de gestion et de comptabilité, comme tu viens de le préciser, qu'il faut un minimum de 2 membres fondateurs, donc une CCI, un OGA, 2 OGA, une chambre de métier, un OGA, enfin voilà, une organisation professionnelle, un OGA, et enfin voilà, pour créer une association, de toute façon, il faut être 2. Donc ça, c'est un point de base. Il faut demander également l'inscription de cette AGC, je vais y arriver, à la commission 42 bis de l'ordre des experts comptables. Donc il faut avoir cet agrément. Il faut un minimum également de 300 adhérents dans l'AGC. Hein, c'est 300 adhérents dans l'AGC, c'est pas 300 adhérents au niveau de l'OGA. Il faut bien évidemment respecter les règles d'encadrement qui sont un diplômé d'expertise comptable pour 15 collaborateurs. Il n'est pas prévu de transformation ou d'article 83 bis ter quater comme on a pu le connaître en 2004 avec les CGA-H où certains directeurs ou directrices de CGA-H ont pu être inscrits sur un tableau annexe de l'ordre, donc faire office d'expert comptable ou être expert comptable, suivant les cas, hein, 83 bis ter quater. Donc voilà, donc ça pour l'instant, toutes ces règles-là sont applicables. Je leur donne la parole, Eric. Oui, juste une remarque que je n'ai pas signalée. Donc, contrairement à 2004, pour ceux qui étaient là, la transformation d'un CGAH à l'époque en AGC, il y avait une structure qui avait pour mission principale de tenir la comptabilité. De notre côté, les OGA, alors après, c'est vrai qu'il y avait une tolérance pour les AGA, n'ont jamais eu cette mission. On n'a pas de clients, on n'a pas d'outils comptables, et d'ailleurs, on n'a pas toujours également le personnel formé pour ces missions. Donc là aussi, bizarrerie de cette possibilité. Je vais maintenant laisser la parole au président pour qu'il donne son point de vue par rapport à l'ECF et la création des AGC. Président. Oui, merci Eric. Écoutez, la position, là on vient de l'évoquer, je pense que ça a été assez clair entre Philippe et Eric, l'ECF n'est pas vendable. Je crois que d'avoir eu même des échos de certains membres de des GFIP que c'était quasiment mort-né. Mais bon, il est clair que c'est un examen de façon différente, mais qui avait été proposé au commissaire aux comptes, qui avait été proposé à l'ordre des experts comptables, maintenant qui est un petit peu mis dans les pattes des OGA, avec, comme l'a écrit, comme l'a fort justement dit Philippe, des contrôles qui sont souvent inopérants. Pourquoi? Parce qu'effectivement, sur les 10, il y en a 5 ou 6 qui sont des missions régulières de l'expert comptable quand il arrête les comptes, hein, tout ce qui est charge comptable d'avance, frais à payer, stock, etc. Donc, je vois pas comment un TPE va repayer quelque chose pour contrôler ces éléments faits déjà par son expert comptable, que ça soit d'ailleurs par un OGA ou par le cabinet d'expertise comptable, on va payer deux fois la même chose. Les autres étant des contrôles sur place, en particulier pour le logiciel de caisse, l'organisation administrative, de classement, d'archivage, etc. Comme l'a évoqué déjà plusieurs fois Philippe à diverses réunions, d'aller chez un TTPE, donc artisan coiffeur, tout ce qu'on veut, taxi pour notre ami Griset, aller leur demander des explications des modalités
d'archivage, de contrôle, les valider, aller sur place pour contrôler, c'est infaisable. De plus, le coût sera pas le même. Donc, quand on est en train de nous vendre une économie pour les TPE, je vois pas comment ils vont économiser en mettant en avant ça. D'autre part, le CF, d'ailleurs, lors de notre entretien avec Olivier Dussopt, je lui avais évoqué le fond, qu'on nous dit aussi que la A25 est mal compris puisqu'on est en train de mettre deux catégories de contribuables, les bons qui n'ont pas de majoration et les mauvais contribuables, entre guillemets, qui sont majorés de 25% parce qu'ils n'ont pas fait de civisme fiscal. Et on est en train de nous vendre un ECF en nous disant que ceux qui le prendront sont considérés par l'administration fiscale comme des bons contribuables et ceux qui ne le prendront pas des mauvais contribuables. Donc, vraiment, je vois pas trop la cohérence des deux propos. Ça, c'est le problème, bon, voilà, d'ECF. Donc, je pense que c'est pas du tout adapté à la TTPE, parce qu'effectivement, je vois pas d'artisans commerçants venir demander de faire des contrôles supplémentaires, sachant en plus que la moyenne des contrôles étant entre 35 et 40 ans, faire des contrôles pour des artisans commerçants qui font preuve de civisme fiscal, pas tellement l'intérêt de faire des contrôles spécifiques, hormis peut-être pour une vente de fonds de commerce, etc., parce que l'acquéreur voudra avoir une certification de certaines choses, mais voilà, qui vont dehors, peut-être en dehors des types de contrôles qui nous sont proposés. En ce qui concerne la création de l'AGC, ça n'est pas la position de la fédération. Vous le savez, de toute façon, on est en période électorale au niveau de l'ordre de l'expert comptable, donc je ne sais pas quelles sont les positions définitives des deux syndicats. On les connaît un petit peu maintenant, mais en position électorale, c'est pas toujours automatiquement très clair. Donc, il faut attendre éventuellement une nouvelle gouvernance. Alors, je dis pas un changement de gouvernance, mais une nouvelle gouvernance, puisqu'il y aura des têtes nouvelles au niveau du Conseil supérieur, peut-être pour entamer des discussions de savoir comment peut être mené ce chantier de création d'AGC. Je pense que beaucoup de confrères sont dans les conseils d'administration d'OGA. Donc, soit effectivement, on va dans le sens des OGA et on essaie de les faire perdurer avec des mesures à définir encore pour certains de nos projets, et ou alors effectivement les considérer comme des concurrents, et auquel cas effectivement plutôt les arrêter. Donc, je trouve que là, c'est une guerre qui est un peu malsaine, qui, pour nous, en ce qui concerne moi, la CGA, ne nous concerne pas. Je pense que voilà, la création de la justice, bien entendu, chaque centre étant indépendant, donc c'est bien comme il le voudra. Je pense que ça risque plus de mettre des tensions et des conflits à l'intérieur de nos organismes qui sont plutôt à obédience expert comptable, chambre de commerce, chambre de métier. Donc voilà. Donc à la date d'aujourd'hui, je parle au nom de mon conseil d'administration, on n'est pas favorable à cette transformation. On est plutôt favorable à essayer de démontrer ce qu'on sait faire, l'adapter et bien entendu, comme je vous l'ai déjà dit, sur un socle fiscal qui nous pérennise et qui nous donne un certain appui. Voilà, donc c'est pas effectivement un ECF qui va nous permettre de vivre. On a beaucoup de missions, que ce soit la formation, les statistiques, etc. Mais il faut pouvoir les maintenir. Il faut qu'on ait des adhérents. Pour avoir des adhérents, effectivement, soit on est sur un marché, mais compte tenu de l'étalement sur 3 ans de la mesure, pendant 2-3 ans, on va être entre le marteau et l'enclume, à savoir on fait nos missions habituelles et on fait d'autres missions. Compte tenu des textes actuels, pour l'instant, les missions nous sont normées. On ne fait pas de missions complémentaires qui ne sont pas prévues dans les textes qui nous régissent à ce jour. Donc voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'était pour ça l'urgence que l'on a évoquée au niveau de la fédération, c'est de dire on combat ce texte pour pouvoir se faire entendre et essayer d'avancer encore des solutions, nos solutions ou d'autres, hein, mais des solutions qui puissent pérenniser. Vous dire que de toute façon, on n'abandonne pas. Nous sommes au combat. Alors, simplement, si j'ai accepté de reprendre une nouvelle mandature qui n'était pas prévue au programme et qui n'était pas prévue dans les statuts, c'est bien que je crois aux OGA et que je veux les défendre jusqu'au bout. Et que si mon objectif était de penser que les OGA était fini dans 2 ans ou 3 ans, j'aurais laissé la place à quelqu'un d'autre pour terminer le travail, mais c'est pas mon cas. Je sais que tous les gens qui m'entourent ont la même vision. Donc, je pense que on va se battre. On va essayer de toujours remettre sur le tapis des projets de solutions. Alors, des projets de solutions qui sont, bien entendu, toujours acceptables compte tenu ce qu'on vous a dit tout à l'heure, pas d'obligation, pas de sanctions et pas de coût pour l'État. Il est clair que là-dessus, il faut arriver à trouver des solutions. Nous ne sommes pas en manque de propositions.
Comme nous l'avons évoqué, il y a une commission à la Fédération qui travaille sur l'avenir, sur les missions, sur les possibilités qu'on peut apporter à nos organismes de vivre, et non de survivre, mais de vivre avec d'autres missions complètement indépendantes ou en parallèle de missions déjà actuelles. Mais il est clair qu'il faut absolument qu'aujourd'hui, qu'on aille dans un sens de se battre et pas de laisser faire, parce qu'effectivement, on pourrait, comme disait Philippe tout à l'heure, dire on fait rien au Sénat, ça s'arrête là, parce que si le texte est voté au Sénat, eh ben, on n'a plus aucun moyen de recours, ni au moins aucun moyen de discussion. Et je pense que si le gouvernement voit qu'effectivement son texte est passé sans accroc, sera moins ouvert à une discussion que s'il voit effectivement que nos organismes ont réussi à se faire entendre et veulent que leur voix soit écoutée, entendue, et une ouverture de discussion. Je pense que l'ouverture qui avait été faite aussi par Alain Griset, puisque même avant d'être ministre, c'était aussi un de ces éléments, la micro-entreprise, puisque pour lui, effectivement, c'est une hérésie, ces micro-entreprises dans l'état, au moins telles qu'elles sont, et perdurent dans le temps. On avait aussi la députée Sandra Motin qui allait dans ce sens-là, qui a d'ailleurs en hémicycle demandé au gouvernement de proposer dans les 6 mois des alternatives pour les OGA. Donc je pense qu'il faut qu'on s'engouffre dans cette ouverture pour essayer de faire passer nos propositions et arriver à trouver quelque chose qui nous pérennise. Donc pour moi, le combat continue. Il n'y a aucune raison que l'on abandonne et qu'on accepte en l'état, surtout comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un contexte qui est complètement déconnecté de la réalité, à savoir le Covid-19, qui n'est absolument pas la base de la restructuration des OGA ou des TPE et de la trésorerie des TPE. Donc voilà. Donc rien que pour ça, déjà, il était anormal qu'on laisse passer le texte en l'état. Et comme on l'a déjà évoqué, ce texte, effectivement, il n'y a pas de discussion. Faire des propositions, comme on me l'a éventuellement suggéré, non. Là, on discute un texte, on le vote ou on le vote pas. Et on commence pas à faire des propositions alternatives dans un texte qui est au vote. Soit c'était un nouveau texte, effectivement, on fait passer un nouveau texte, mais un texte qui est en l'état, et d'ailleurs, comme vous avez pu le voir, il est assez court, donc il n'y a pas de virgule à changer, des phrases à modifier ou à inverser. C'est un texte qui est suppression du 1,25, qui a 3 lignes, donc c'est très vite vu. Donc pour nous, la solution, c'était montrer notre détermination par la suppression. Comme je vous l'ai dit, je m'en suis entretenu avec Alain Griset là-dessus, et il a trouvé que j'étais effectivement dans mon rôle à ce sujet-là. Donc voilà. Donc moi, pour moi, le message, c'est on ne lâche rien. Je remercie, on vous abandonnera pas, c'est clair. Je remercie tous les organismes de gestion qui jouent le jeu et qui sont nombreux, puisqu'on a beaucoup de retours d'échanges avec leurs députés, là les sénateurs de façon future. On voit très bien l'orientation gouvernementale, puisque pour tous ceux qui avaient des députés dans la région, principalement la République en marche, les courriers de retour, parce que nous on a une synthèse, sont quasiment des copier-coller, donc ça veut dire que c'est pas le député qui a écrit ce courrier, enfin le fond du texte après qu'il l'a écrit, mais la plupart des arguments sont exactement ceux qui sont pris par le gouvernement et son rapporteur et le ministre. Donc c'est clair que c'est la position du gouvernement qui vous a été répondue et pas la position du député tel qu'il peut peut-être la vivre au quotidien dans sa circonscription. Donc voilà. Donc je pense que aujourd'hui c'est un combat qui est politique, mais il n'est pas d'aujourd'hui. Je vais me répéter, mais ça fait des années que je dis que ce n'est plus la DGFiP, notre interlocuteur en la matière, mais que c'est du politique. On l'a déjà vu avec la loi de finances 2015, la rectificative. C'est en se battant dans le ministère, c'est en se battant à l'Élysée, c'est en se battant à Matignon qu'on a eu le retour des 915. Alors, aujourd'hui, effectivement, on reparle des 915, on dit ça va être le package avec le 1,25. Non, pour moi, ça n'est pas un package. Je ne dis pas que dans 2 ou 3 ans, dans une loi de finances prochaine, on n'essaye pas effectivement de demander la suppression du 915, mais ça n'est pas un package. Si ça avait été un package, ça aurait été déjà dans la suppression du 1,25, on aurait mis la suppression en 3 ans du 1,25 et de la majoration et de la réduction d'impôt de 915. Maintenant, pour nous, c'est d'essayer d'étendre ce 915, éventuellement une réduction d'impôt, même un peu plus faible, pour que ça touche beaucoup plus de personnes et qu'il y ait plus de personnes qui puissent bénéficier de ce crédit d'impôt et donc adhérer à un organisme de gestion. Mais il est clair qu'on ne peut plus se fier qu'à un problème fiscal. Ça sera un socle et le reste sera effectivement des missions parallèles. Mais on a besoin d'un socle fiscal, on a besoin d'avoir une visibilité parce que
en matière principalement de BC, alors BNC un petit peu moins puisque la population n'est pas la même, mais ce sont les experts comptables et les cabinets comptables qui nous envoient les dossiers. Et il est clair que si demain, même si vous vous transformez en AGC, vous n'avez pas de clients. Les clients, c'est ceux des cabinets. Et si vous vous transformez en AGC, c'est-à-dire concurrence des cabinets et des correspondants qui vous envoient les dossiers, vous n'aurez plus de dossiers. Alors bien sûr, vous allez dire, je peux aller les chercher. Ça se fait pas en un an. Il y a des lettres de mission qui tiennent les clients. Donc voilà, je pense que la création de l'AGC, ça fait partie d'un ensemble, mais ça n'est pas pour moi, à la date d'aujourd'hui, la vision de la fédération. Voilà. Est-ce que Philippe, Eric, vous avez quelque chose à rajouter? Parfait. Non, Yves, tu as tout dit, c'est très bien. Encore une fois, merci à tous. Merci de votre engagement. C'est pour vous. On fait ça parce que on y croit. Même il y a des tempêtes. Je pense que je ne suis pas le premier président qui a eu des tempêtes, que ce soit en tant que président d'OGA ou en tant que président de la fédération. On en a vu d'autres. C'est vrai que celle-ci est beaucoup plus grosse que les autres. Le Vendée Globe est en route. Et ben, ils vont faire face à des tempêtes. Ils vont tous passer, j'espère pour eux. Au moins, il y aura peut-être un peu de casse. Mais je pense que voilà. Et ce que nous montre ce loi de finances, c'est qu'effectivement, rien n'est acquis. Qu'en tout état de cause, le processus qui a été engagé de rassemblement d'organismes de gestion mixte, de rapprochement de certains petits organismes avec des organismes un peu plus importants dans leur région, ça fait partie de l'histoire parce qu'effectivement, dans un contexte de mission complémentaire et de mise un petit peu sur un marché plus ouvert, il est clair que des organismes de gestion un peu plus importants, qui ont un peu plus de moyens financiers, seront plus à même de réussir dans ces missions. Mais croyez bien que nous sommes à vos côtés. N'hésitez pas à nous faire remonter tout ce que vous voulez qui puisse donner de l'eau à nos moulins pour nos discussions futures. Je rappelle que j'ai un prochain rendez-vous avec Alain Grizel le 26 novembre prochain. Donc n'hésitez pas, nous allons faire nos propositions, évoquer ce retrait de l'article ou pas, mais au moins déjà au Sénat, ça serait déjà une victoire pour nous. Alors, je vais venir par là. J'ai eu des échos combat d'arrière-garde. Non, c'est pas un combat d'arrière-garde. Comme le disait Philippe, on n'est pas dupe. Le 25, avec la majorité de la République en marche à l'Assemblée, à 99% de passer en dernière lecture. Par contre, notre moyen de discussion sera complètement différent. Donc voilà. Je compte sur vous. Je vous remercie pour votre attention et on gagnera. Merci à vous.